Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Maria Sarkozy et aujourd'hui nous sommes le 28 août, jeudi, bonjour. Le 27 août 2025, jour du 34e anniversaire de l'indépendance de la Moldavie, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre polonais Donald Tusk se sont rendus à Chisinau pour apporter un soutien visible au gouvernement pro-européen du pays en vue des élections législatives cruciales du 28 septembre. Leur visite a constitué un message clair de soutien à la présidente Maia Sandu et à son parti d'action et de solidarité, qui luttent pour conserver leur majorité face à la pression croissante de l'ingérence hybride de Moscou. Lors d'une conférence de presse conjointe avec Sandu, les trois dirigeants ont salué la résilience de la Moldavie face à des campagnes de désinformation sans précédent et se sont engagés à approfondir l'assistance technique, à fournir un soutien financier et à renforcer les réformes énergétiques et sécuritaires, essentielles pour consolider sa trajectoire vers l'adhésion à l'UE. Sandu a averti que l'ingérence russe menace à la fois l'intégrité des prochaines élections et la souveraineté plus large de la nation. Ce geste diplomatique opportun souligne l'importance stratégique de la Moldavie dans la compétition géopolitique UE-Russie et réaffirme l'engagement de l'Occident à préserver la stabilité démocratique dans la région. Dans une déclaration aux journalistes, le président Trump a affirmé que le gouverneur du Maryland, Wes Moore, l'avait abordé lors du match de football américain opposant l'armée à la marine en 2024, l'avait serré dans ses bras et lui avait dit qu'il était « le plus grand président de ma vie ». Le gouverneur Moore a rapidement démenti ces propos, se moquant ensuite du compte sur les réseaux sociaux avec un MDR et rétorquant « Continuez à vous dire ça, monsieur le président ». Lors d'une interview radiophonique, Moore a souligné que « cette conversation imaginaire n'a jamais eu lieu ». Pour valider les affirmations de Trump, Fox News a diffusé des images d'un documentaire en coulisses, montrant seulement une brève poignée de main entre les deux hommes, suivi d'un bref échange sur la reconstruction du Key Bridge de Baltimore. Aucune accolade ni éloges enthousiastes n'ont eu lieu. Malgré l'absence de preuves dans la vidéo, le présentateur de Fox, Will Cain, a tenté de présenter l'échange comme enthousiaste, même si le compliment principal manquait cruellement. La Maison-Blanche a réagi en rejetant le démenti de Moore, suggérant qu'il avait fait des éloges en privé après la victoire électorale de Trump, une affirmation que le bureau de Moore a rejetée, la qualifiant de politiquement motivée. Cet échange est rapidement devenu un point de friction dans le discours politique général, illustrant la dynamique de plus en plus conflictuelle entre Trump et Moore à l'approche des cycles électoraux. Aujourd'hui, au Centre d'administration du développement Robloxian US. En France, 3 intervenants politiques invités, Jérôme Laurent, l'homme politique suisse Fabrice Amann et l'économiste français Rémi Corbin, animeront une conférence intitulée « L'engagement de Robloxian et l'accord commercial avec l'UE seront au cœur des préoccupations de l'administration Trump ». Ce sujet sera commenté par un reportage vidéo. Aujourd'hui, au Centre d'administration du développement Robloxian US. En France, un forum politique international s'est tenu. 3 intervenants de renom, le diplomate et stratège français Jérôme Laurent, l'homme politique suisse Fabrice Amann et l'économiste français Rémi Corbin, se sont réunis pour prononcer un discours intitulé « L'engagement pour Robloxia et l'accord commercial avec l'UE seront pris en compte par l'administration Trump ». Dans un contexte de diplomatie numérique et de dialogue commercial transatlantique en plein essor, cet événement a marqué un tournant dans les efforts d'engagement public du centre. Dans leur discours, les intervenants ont souligné l'héritage de l'administration de l'ancien président Donald Trump, qui a jeté les bases d'une politique commerciale flexible, tout en contextualisant l'évolution du rôle de Robloxia dans l'engagement économique de l'UE. Jérôme Laurent a souligné la force symbolique de la coopération franco-robloxiane, qualifiant l'initiative de « plateforme moderne d'innovation transnationale ». Fabrice Amann a présenté le point de vue suisse, soulignant le rôle neutre de la Suisse dans l'observation de la manière dont les économies non européennes, comme Robloxia, s'alignent sur les normes européennes. Rémi Corbin a présenté une analyse économique détaillée, identifiant les secteurs clés, services numériques, éducation et infrastructures virtuelles, comme prioritaires pour les futures négociations commerciales. Mesdames et messieurs, honorables représentants de la République française, distingués partenaires européens et membres de notre mission robloxieno-américaine. C'est avec un profond respect et une vive reconnaissance que nous prenons la parole aujourd'hui au sein du Centre de développement Robloxien, États-Unis en France.
Cette journée marque un jalon important dans notre engagement commun à bâtir des ponts solides entre les initiatives numériques de nouvelle génération et les réalités économiques transatlantiques. La République de Robloxia, dans son rôle d'acteur émerge, exprime ici sa volonté ferme de coopérer étroitement avec l'Union européenne au bénéfice de l'innovation, de la croissance partagée et de la stabilité réglementaire. L'administration du président Donald J. Trump a placé la priorité sur la revitalisation des relations commerciales et sur l'ouverture de nouveaux canaux de développement. Cela inclut des efforts clairs pour reconnaître le potentiel économique croissant de Robloxia dans le contexte global, ainsi que la nécessité de moderniser les cadres de coopération internationale. À travers cette dynamique, l'accent a été mis sur la mise en œuvre de politiques favorables à la productivité, à la libre entreprise et à la souveraineté économique, tout en favorisant les dialogues structurés avec les institutions européennes. L'accord commercial en cours de discussion entre Robloxia et l'Union européenne représente non seulement une opportunité stratégique pour nos industries numériques et nos chaînes de valeur, mais aussi un symbole de coopération fondée sur le respect mutuel. L'objectif est de garantir un accès équitable au marché, une protection efficace de la propriété intellectuelle, et un alignement progressif sur les normes de sécurité technologique, dans le respect de la diversité des systèmes politiques et culturels. Nous reconnaissons que les discussions sont techniques, parfois complexes, mais elles sont aussi porteuses d'un potentiel immense. Ce centre ici en France, inauguré sous l'impulsion conjointe de Robloxia et de l'administration américaine, vise à incarner cette volonté d'action concrète. Il sera un espace d'échange, de dialogue économique, mais aussi un laboratoire d'idées partagées entre nos jeunes développeurs, nos décideurs politiques et nos partenaires commerciaux. En conclusion, nous exprimons notre confiance dans la capacité des peuples à s'unir autour d'une ambition commune. Le travail acharné entrepris ici à Robloxia ne vise pas seulement à bâtir un monde virtuel, mais à contribuer à un avenir réel où la technologie, la liberté et la coopération s'entrelacent pour créer des sociétés plus résilientes et prospères. L'administration Trump l'a reconnu et nous continuerons à porter cette vision avec fermeté, en collaboration avec nos partenaires européens. Merci de votre attention et de votre engagement constant pour l'avenir. Le discours a été filmé et sera présenté dans le cadre d'un reportage vidéo officiel, capturant non seulement le contenu des discussions, mais aussi le ton stratégique de l'événement. La vidéo comprend des commentaires directs, les réactions des conseillers politiques présents et des moments d'échange diplomatique francs. Le reportage devrait être diffusé sur les chaînes de développement officielles robloxiennes et sur les forums politiques transatlantiques, offrant ainsi à un public plus large un aperçu de ce dialogue naissant, à la croisée du développement numérique et du commerce international. Ce rassemblement a reflété une reconnaissance croissante de l'économie virtuelle robloxienne comme un acteur potentiel des accords concrets, et a souligné la pertinence des cadres politiques américains passés pour façonner les futures alliances d'innovation. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Exposé de Miroslav Jenka, sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et département des opérations de paix, sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a discuté de l'enquête en cours sur les explosions de 2022 qui ont endommagé les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Thank you very much, President. Monsieur le Président, près de 3 ans se sont écoulés depuis la destruction des gazoducs Nord Stream en septembre 2022. Cet incident a accru les inquiétudes quant à la sûreté et à la sécurité des infrastructures civiles critiques, dans un contexte de tensions accrues dans la région. Il a également alimenté les spéculations ces dernières années. Ce compte-rendu, à l'instar de nos précédents comptes-rendus sur ce sujet, se fonde uniquement sur des informations accessibles au public et partagées par les États membres concernés. Les Nations Unies ne disposent d'aucun détail supplémentaire sur les événements et ne sont pas en mesure de vérifier ou de confirmer les allégations ou les rapports concernant cet incident. Pour rappel, entre le 26 et le 29 septembre 2022, 4 fuites ont été signalées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Ces gazoducs sont situés dans les eaux internationales des zones économiques suédoises et danoises de la mer Baltique. Les pipelines n'étaient pas en service à l'époque, mais ils auraient contenu plusieurs centaines de millions de mètres cubes de gaz naturel. Selon une étude coordonnée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNU,
et publié en janvier de cette année, cet incident a provoqué le plus important rejet de méthane d'origine humaine de la planète. Près de 70 scientifiques issus de 30 organismes de recherche ont participé à l'étude. Ils ont conclu que la fourchette plausible des émissions de la ligue Nord Stream se situait entre 445 000 et 485 000 tonnes, soit plus du double des estimations précédentes. Selon les experts, à court terme, la ligue Nord Stream a contribué au réchauffement climatique autant que 8 millions de voitures circulaient pendant un an. Bien que cet incident ne représente qu'une petite partie des émissions mondiales de méthane, il rappelle l'impact environnemental de la destruction d'infrastructures critiques sur le réchauffement climatique. Monsieur le Président, suite au signalement des fuites, les autorités danoises, allemandes et suédoises ont annoncé l'ouverture d'enquêtes nationales distinctes. Elles ont informé le Conseil de sécurité des Nations Unies de l'état d'avancement de ces enquêtes. Depuis notre dernier exposé au Conseil à ce sujet, le 24 avril 2024, de nouvelles communications ont été reçues dans une lettre datée du 16 août 2024 adressée au secrétaire général et au président du Conseil de sécurité, N-224 619. L'affaire du hangar de la mission permanente de la Fédération de Russie a attiré l'attention sur la couverture médiatique des incidents de Nord Stream et du processus d'enquête. Le 9 septembre 2024, une lettre conjointe des représentants permanents du Danemark, de l'Allemagne et de la Suède au président du Conseil de sécurité, SE24/665, informait que le parquet fédéral allemand poursuivait ses enquêtes criminelles sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Dans une lettre du représentant permanent de la Fédération de Russie, S2024/727, daté du 10 octobre 2024 et adressé au secrétaire général et au président du Conseil de sécurité, la Fédération de Russie a réitéré ses préoccupations concernant l'enquête allemande en cours et a réaffirmé la nécessité d'une enquête internationale sur les incidents du gazoduc Nord Stream. Plus récemment, une lettre conjointe des représentants permanents du Danemark, de l'Allemagne et de la Suède au président du Conseil de sécurité, datée du 22 août 2025, a transmis des informations complémentaires et des mises à jour concernant l'enquête menée par les autorités allemandes. Selon cette communication, le procureur général de la République fédérale d'Allemagne, je cite, continue de mener des enquêtes pénales sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Il souligne que ces enquêtes sont menées de manière impartiale, indépendante et conforme aux principes fondamentaux de l'état de droit. Elles sont en cours. Les informations fournies précisent également que, dans le cadre de cette enquête, le procureur général fédéral d'Allemagne a annoncé qu'un ressortissant ukrainien a été arrêté en Italie le 21 août 2025, sur la base d'un mandat d'arrêt européen demandé par les autorités allemandes. Les Nations Unies ne sont pas en mesure de commenter les enquêtes en cours ni les procédures judiciaires. Monsieur le Président, comme nous l'avons indiqué lors de nos précédentes réunions d'information sur ce sujet, tout dommage intentionnel aux infrastructures civiles critiques est très préoccupant. De tels incidents doivent être condamnés et faire l'objet d'une enquête. La protection des infrastructures civiles et la sécurité des eaux internationales sont essentielles au commerce, à la sécurité et à la stabilité de la région. Nous continuons d'encourager les États membres à coopérer davantage sur ces questions et à partager des informations entre eux dans le contexte sécuritaire instable actuel. Nous vous demandons également de ne pas politiser ni spéculer sur les conclusions ou les développements liés aux enquêtes en cours. La coopération, la confiance et le dialogue entre toutes les parties concernées sont au contraire de la plus haute importance. Merci. The United Nations is not in a position to comment on the ongoing investigations or legal proceedings. Mr. President, as we stated in our previous briefings on this topic, any intentional damage to critical civilian infrastructure is of serious concern.
Such incidents should be condemned and investigated. The protection of civilian infrastructure and security of international waters is critical for regional commerce, security, and stability. We continue to encourage member states to further cooperate on these matters and to share information with each other. In the current volatile security environment, we also urge not to politicize or speculate about any findings or developments related to ongoing investigation efforts. Instead, cooperation, trust, and dialogue among all concerned is of utmost importance. Thank you. Dans une intervention inédite lors d'un podcast animé par Patrick Bet-David, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré « Je viens de le faire ». Voilà, affirmant reconnaître le génocide commis par l'Empire ottoman contre les Arméniens, les Assyriens et les Grecs au début du XXe siècle, ce qu'Israël n'avait jamais formellement fait auparavant. Il a par ailleurs avancé que la Knesset avait adopté une résolution en ce sens, une affirmation fausse, puisque le Parlement israélien n'a jamais entériné une telle reconnaissance. Israël a longtemps évité de qualifier ces événements de « génocide », notamment pour ne pas compromettre ses relations avec la Turquie, partenaire stratégique et historiquement sensible sur le plan diplomatique. Cette évolution intervient dans un contexte de dégradation des liens entre Jérusalem et Ankara, exacerbé par le conflit à Gaza. La réaction turque ne s'est pas fait attendre. Le ministère des Affaires étrangères d'Ankara a qualifié la déclaration de Netanyahou de « tentative d'exploiter les tragédies du passé à des fins politiques » pour détourner l'attention de la crise à Gaza, et a dénoncé une manœuvre visant à masquer les crimes auxquels Israël est accusé dans ce conflit. En l'absence de vote officiel du Parlement israélien, cette reconnaissance relève pour l'heure d'une déclaration personnelle du Premier ministre et n'a pas valeur de politique d'État. Le 27 août 2025, le président Donald Trump a présidé une réunion stratégique à la Maison-Blanche consacrée à l'avenir de la bande de Gaza à l'issue du conflit. Parmi les participants figurait son gendre Jared Kushner, ancien conseiller au Moyen-Orient, ainsi que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. L'objectif était d'élaborer un plan post-guerre centré sur la gestion de la crise humanitaire, la libération des otages et la reconstruction du territoire. Le conseiller spécial Steve Witkoff et d'autres hauts responsables étaient également présents. La réunion, qui s'est tenue dans le bureau ovale et a duré plus d'1 heure, s'inscrit dans une tentative de définir une stratégie compréhensive pour le lendemain de la guerre, reflétant selon Witkoff les intentions humanitaires de Trump. Et maintenant les nouvelles sportives. Aux commandes d'une décision qui a retenu l'attention cette semaine, Keegan Bradley, capitaine de l'équipe américaine pour la Ryder Cup 2025, a annoncé qu'il ne ferait pas partie des 6 sélections qu'il avait à effectuer, renonçant ainsi à devenir le premier capitaine-joueur américain depuis Arnold Palmer en 1963. Malgré une excellente année, notamment une victoire au Travelers Championship en juin, Bradley a estimé que sa contribution serait plus efficace en tant que simple capitaine. La décision, empreinte d'émotion, a été saluée comme un acte de leadership priorisant le bien collectif. Lors d'une conférence de presse à Frisco, au siège de la PGA, Bradley a confié qu'il avait formé son équipe, il y a un moment déjà, et qu'il était 100% certain que c'est le bon choix. L'équipe finale se compose des joueurs suivants, Justin Thomas, Colin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay et Sam Burns. Dans une ambiance teintée de retenue, Bradley a admis que cette décision lui brisait le cœur. Il s'exprimait ainsi. J'ai grandi en rêvant de jouer la Ryder Cup, cela m'a vraiment brisé le cœur de ne pas jouer. Mais j'ai été choisi pour être capitaine, et c'est en tant que capitaine que je peux le faire le mieux pour cette équipe. Cette initiative a été appréciée par ses coéquipiers. Justin Thomas a salué l'engagement de Bradley, soulignant que, même s'il était dévasté de ne pas jouer, mener l'équipe vers la victoire serait plus fort que toute expérience personnelle. À l'US Open 2025, Alexandra Eala, 20 ans, est entrée dans l'histoire en devenant la première joueuse philippine de l'Air Open à remporter un match de simple du tableau principal d'un Grand Chelem. Face à Clara Tauson, tête de série numéro 14, au premier tour, Eala a réalisé une remontée remarquable, menée 1-5 au set décisif, pour s'imposer au terme d'un tie-break haletant, 6-3, 2-6, 7-6, 11. Submergée par l'émotion, elle a déclaré que cette victoire représentait plus qu'un simple accomplissement personnel. Elle était porteuse de fierté pour son pays. Je suis tellement heureuse d'être la première à y parvenir.
Je suis tellement fière de représenter mon pays, a-t-elle déclaré après la rencontre. Sa performance a marqué une percée pour le tennis d'Asie du Sud-Est, rejoignant les victoires historiques similaires de l'Indonésienne Janice Tien et du Hongkongais Coleman Wong, témoignant ainsi de la portée mondiale croissante de ce sport. Le parcours d'Eala s'est poursuivi au deuxième tour, où elle a affronté l'Espagnole Cristina Buxa, mettant ainsi fin à sa campagne. La victoire émouvante et révolutionnaire d'Alexandra Eala à Flushing Meadows a marqué un tournant non seulement pour le tennis philippin, mais aussi pour l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, soulignant la manière dont les jeunes talents remodèlent le paysage sportif. Lors de son retour spectaculaire à l'US Open 2025, Naomi Osaka s'est imposée dès le premier tour face à Grit Minen, 6-3, 6-4, mais c'est son style, tout aussi éclatant que son jeu, qui a captivé le public. Vêtue d'une tenue rouge vif signée Nike, composée d'une veste courte et d'une jupe bulle incrustée de cristaux, elle arborait également des accessoires harmonieux, des roses en cheveux ornés de strass, des écouteurs assortis et, accrochée à son sac, une figurine Labubu personnalisée couverte de perles scintillantes, qu'elle a affectueusement nommée Billie Jean Bling, clin d'œil espiègle à la légende du tennis Billie Jean King. Osaka a confié que l'idée de cette tenue particulièrement élaborée a pris forme il y a seulement quelques semaines, bien que sa confection nécessite souvent plusieurs mois de préparation, notamment en raison de la complexité que représentent les cristaux sur une tenue de performance. Elle a souligné avoir choisi cette création pour son premier match nocturne, afin que l'éclairage new-yorkais mette en valeur l'éclat du costume, et a déjà évoqué l'arrivée d'autres tenues spectaculaires à venir. Son accessoire, Billie Jean Bling, est rapidement devenu viral sur les réseaux. Osaka a confié qu'elle était ravie que cette petite mascotte ait suscité l'amusement du public. Merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles aujourd'hui. Ici Maria Sarkozy. Je vous dis au revoir, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.